Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous révéler quelque chose que la plupart des thérapeutes n'osent pas dire à voix haute lors d'une première consultation. Un secret clinique, si vous préférez. Quelque chose que j'ai observé sur des centaines de patients en 20 ans de pratique à Sainte-Anne et qui va démolir en quelques minutes l'un des mythes les plus tenaces sur l'amour et la souffrance émotionnelle. Si vous pensez que se détacher de quelqu'un est une trahison, que souffrir prouve l'authenticité de vos sentiments, ou que le temps et le temps seul guérit toutes les blessures, alors cette vidéo va vous déranger. Et c'est très bien ainsi. Avant d'aller plus loin, faites quelque chose de simple, abonnez-vous à cette chaîne, appuyez sur la cloche et dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà vécu ceci, rompre avec quelqu'un ou être quitté tout en continuant à vivre mentalement avec cette personne des semaines, des mois, parfois des années après. Dites-moi juste oui ou racontez-moi en quelques mots, parce que vous ne seriez pas seul, croyez-moi. Voilà la vérité que je veux vous livrer, ce n'est pas l'absence de l'autre qui vous fait souffrir, c'est la présence permanente que vous lui accordez à l'intérieur de vous. Et cette distinction change absolument tout. Commençons par l'essentiel et parlons sans détour. Quand une relation se termine, qu'elle ait duré 3 mois ou 15 ans, le cerveau humain ne reçoit pas le mémo. Il continue à fonctionner comme si la personne était encore là. Pire, il amplifie sa présence. Les neurosciences nous enseignent aujourd'hui quelque chose de fascinant sur ce mécanisme. Les zones cérébrales activées lors d'une rupture amoureuse sont quasi identiques à celles qui s'allument lors d'un sevrage de cocaïne. Je ne plaisante pas. Helen Fisher, chercheuse à l'université Rutgers, a passé des années à scanner le cerveau de personnes en plein chagrin d'amour, et ce qu'elle a trouvé est édifiant, les zones associées à la motivation, à l'obsession et à la douleur physique s'activent en même temps. Votre cerveau, en d'autres termes, est en manque, comme un toxicomane privé de sa substance. Comprenez-vous pourquoi vouloir vous détacher par la seule volonté est une approche aussi naïve que de dire à quelqu'un d'arrêter de fumer en lui conseillant simplement d'y penser très fort. Ce n'est pas une question de faiblesse de caractère, c'est une question de biologie. Maintenant, et c'est là où ça devient intéressant, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que le cerveau est également doté d'une capacité extraordinaire, la neuroplasticité. La capacité à reconfigurer ses propres circuits, à littéralement remodeler ses connexions neuronales en fonction de nos comportements, de nos pensées, de nos habitudes. Ce que vous faites chaque jour à partir d'aujourd'hui peut physiquement modifier la structure de votre cerveau. Et cette vérité-là devrait vous redonner un souffle d'espoir, même si vous vous sentez au fond du puits en ce moment. Dans cette vidéo, je vais vous livrer 6 leçons que j'aurais aimé distiller en une seule séance à chacun de mes patients qui souffraient d'un attachement douloureux. 6 leçons issues de la thérapie cognitivo-comportementale, de la psychologie des émotions et d'une chose que les livres n'enseignent pas vraiment. 20 ans de conversation avec des gens vrais, dans un bureau, face à face, quand la souffrance n'a plus de masque. Première leçon, arrêtez de confondre l'attachement avec l'amour. Voilà une vérité clinique que j'ai dû annoncer à des centaines de personnes et qui déclenche presque toujours la même réaction, un mélange de soulagement et d'irritation. Parce qu'au fond, une partie d'eux le savait déjà. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Margot. Le prénom a été changé, bien entendu, comme tous ceux que j'utiliserai dans cette vidéo. Margot avait 42 ans quand elle est venue me voir pour la première fois. Elle sortait d'une relation de 7 ans avec un homme que je vais appeler Thomas, brillant, charismatique et profondément incapable d'une intimité émotionnelle réelle. Elle m'a dit, lors de cette première séance, quelque chose que j'ai entendu des dizaines de fois depuis, je sais qu'il n'est pas bon pour moi, docteur, mais je n'arrive pas à arrêter de l'aimer.
Je lui ai posé une question simple, pas immédiatement, mais après quelques minutes. Quand vous dites que vous l'aimez, qu'est-ce que vous aimez exactement? Un long silence, puis, progressivement, quelque chose s'est défait dans son visage. Parce que la réponse qui émergea n'était pas sa gentillesse, sa façon de me regarder, la façon dont il prend soin de moi, la réponse était j'aime ce qu'il aurait pu être, ce que j'espérais qu'il devienne. Voilà. Là, précisément, est la ligne de fracture entre l'amour et l'attachement anxieux. L'amour sain, ce que j'appelle l'amour rationnel, se nourrit de la réalité de l'autre. L'attachement dysfonctionnel, lui, se nourrit d'une projection, d'un fantasme soigneusement construit et jalousement entretenu. Vous n'êtes pas attaché à la personne réelle. Vous êtes attaché à la version idéalisée que vous avez créée dans votre tête et que vous continuez à nourrir chaque fois que vous scrollez ces photos, chaque fois que vous passez devant le restaurant où vous dînez ensemble, chaque fois que vous vous demandez mais pourquoi. John Bowlby, le père de la théorie de l'attachement, il a passé sa vie à étudier comment nos premiers liens se formaient dans l'enfance avec nos figures d'attachement, programment notre façon d'aimer à l'âge adulte. Un enfant dont l'amour parental était imprévisible, alternant chaleur et froid, présence et absence, développe souvent ce qu'on appelle un style d'attachement anxieux. Et ce style, une fois adulte, ressemble à ceci. Vous êtes plus attiré par les personnes qui vous donnent juste assez pour vous accrocher, mais jamais assez pour vous sentir en sécurité. Parce que cette oscillation-là, cette tension entre espoir et peur vous est familière. Elle ressemble à de l'amour parce qu'elle ressemble à ce que vous avez toujours connu. Ça fait un peu mal, hein, comme vérité, je sais. Mais voici le micro-exercice que je veux vous proposer dès aujourd'hui. Prenez une feuille ou votre téléphone et écrivez 2 colonnes. Dans la première, listez les comportements réels de cette personne, pas ce qu'elle promettait, pas ce qu'elle aurait pu faire, mais ce qu'elle a effectivement fait de façon récurrente. Dans la deuxième colonne, écrivez ce que vous espériez qu'elle soit. Regardez les 2 colonnes, comparez-les honnêtement. Et demandez-vous de laquelle de ces 2 personnes êtes-vous en train de vous détacher. Parce que se séparer d'un fantôme de votre propre fabrication est un travail différent et paradoxalement plus libérateur que de simplement tourner la page. Saviez-vous que l'être humain est la seule espèce capable de souffrir d'une relation qu'il n'a jamais vraiment eue? Les dauphins, qui sont pourtant des animaux extrêmement sociaux et capables d'un deuil remarquable, ne souffrent pas d'une version idéalisée de leur partenaire. Nous, si. C'est à la fois notre génie et notre malédiction. Et justement, parlons de cette malédiction. Deuxième leçon, comprenez le mécanisme des biais cognitifs dans la rupture. Un patient, appelons-le Renaud, 51 ans, m'a dit un jour cette phrase absolument fascinante. Depuis qu'on s'est séparés, je me souviens de tout ce qui était bien et j'ai oublié tout ce qui était mauvais. Il me l'a dit avec une lucidité presque amusée sur lui-même. Et il avait raison. Ce phénomène a un nom, le biais de positivité rétrospective. Quand une relation se termine, surtout si elle se termine contre notre volonté, notre mémoire procède à une sorte de révision sélective. Elle met en avant les souvenirs agréables, le premier voyage ensemble, les fous rires, les nuits tendres, et elle floute, atténue, voire efface les moments douloureux, les conflits répétés, les larmes versées à 2 heures du matin dans la salle de bain. Pourquoi? Parce que l'acceptation d'une perte est neurologiquement coûteuse. Accepter que quelque chose de mauvais vous est arrivé demande beaucoup plus d'énergie cognitive qu'entretenir l'illusion que vous avez perdu quelque chose de merveilleux. Votre cerveau prend le chemin le plus court, le moins douloureux à court terme et vous colle un filtre Instagram mental sur tous vos souvenirs. Résultat pratique, vous souffrez non pas de la relation que vous avez vécue, mais d'une version embellie, arrangée de cette relation. Une version qui n'a jamais vraiment existé dans toute sa complexité. Il y a un autre biais dont je dois vous parler ici, le biais de disponibilité.
Quand quelqu'un occupe beaucoup d'espace dans notre mémoire de travail, notre cerveau l'estime instinctivement comme plus important, plus central, plus irremplaçable qu'il ne l'est vraiment. Vous pensez à cette personne 100 fois par jour, votre cerveau en conclut qu'elle est centrale à votre existence. Ce n'est pas un jugement, c'est une équation neuronale. Briser cette équation demande un effort délibéré. Alors voici ce que nous faisions avec Renaud et que vous pouvez faire vous-même. J'appelle cela le journal des faits. Pas un journal intime traditionnel, pas un espace pour épancher vos émotions, ça c'est utile, mais c'est autre chose. Le journal des faits est un espace où vous écrivez uniquement des observations factuelles et objectives sur la relation que vous avez vécue. Pas il me rendait malheureux, trop interprétatif. Mais le mardi 14, il a annulé notre dîner pour la 3e fois de suite en m'envoyant un SMS 2 heures avant. Des faits, des comportements observables, des patterns répétés. Ce que vous obtenez en relisant ce journal après quelques semaines, c'est une image plus honnête, plus complète de ce que vous avez réellement vécu. Et cette honnêteté est le premier acte de bienveillance que vous pouvez vous offrir à vous-même. Permettez-moi de faire une petite parenthèse sur quelque chose qui me tient à cœur. Dans ma pratique et dans mes livres, j'insiste beaucoup sur la notion de bienveillance envers soi-même. Ce que le psychologue Paul Gilbert appelle la self-compassion et que je préfère souvent traduire par équanimité envers soi. Ce n'est pas de l'indulgence molle, ce n'est pas se dire je suis parfait tel que je suis. C'est simplement se traiter avec le même niveau de compréhension qu'on accorderait à un ami proche qui traverse la même épreuve. Si votre meilleure amie vous appelait ce soir en pleurs parce qu'elle pensait encore à son ex, que lui diriez-vous? Vous lui diriez sans doute quelque chose de doux, de compréhensif, peut-être d'un peu pragmatique, mais certainement pas. Mais enfin, ça fait 6 mois, il faut passer à autre chose. Tu exagères. Or, c'est exactement ce que vous vous dites intérieurement à vous-même, n'est-ce pas? Changez de registre, parlez-vous comme vous parleriez à quelqu'un que vous aimez. 3e leçon, le deuil émotionnel a des étapes et court-circuiter certaines d'entre elles coûtent très cher. Elisabeth Kubler-Ross a décrit dans les années 60 les 5 étapes du deuil: le déni, la colère, le marchandage, la dépression, l'acceptation. Ce modèle, pensé initialement pour les personnes confrontées à la mort, s'applique avec une précision troublante aux ruptures affectives. Mais il y a quelque chose que Kubler-Ross n'a pas dit clairement et que je veux souligner ici: ces étapes ne sont pas linéaires. On peut passer de l'acceptation à la colère en un après-midi. On peut rester dans le déni pendant des mois après avoir cru avoir touché le fond. Et surtout, certaines personnes court-circuitent délibérément certaines étapes, souvent la colère et la tristesse, parce qu'elles les jugent gênantes, inconfortables ou socialement inacceptables. C'est une erreur coûteuse. J'ai une théorie que j'appelle la dette émotionnelle. Chaque émotion non vécue, non traversée, mais enterrée ou anesthésiée ne disparaît pas. Elle s'accumule avec intérêt. Et elle revient se présenter à la caisse au moment le plus inopportun, souvent dans la prochaine relation, où vous vous découvrez irrationnellement jaloux, abandonné ou incapable d'intimité sans en comprendre vraiment pourquoi. Une patiente, Isabelle, 48 ans, est venue me consulter après sa 3e rupture en 5 ans. Chaque fois, disait-elle, elle avait géré ça très bien. Pas de larmes, pas de période de deuil prolongée, 2 semaines de sport intensif, une coupure radicale avec l'ex-partenaire, et elle était passée à autre chose. Sauf qu'elle arrivait dans mon cabinet avec une incapacité croissante à faire confiance, une hypervigilance aux signaux d'abandon et une fatigue émotionnelle profonde qu'elle ne comprenait pas. Elle n'avait pas traversé ses deuils, elle les avait mis sous vide et stockés dans le congélateur. Le travail que nous avons fait ensemble ne consistait pas à décongeler tout ça d'un coup, ce serait une catastrophe. Il s'agissait d'un processus graduel, accompagné, d'exposition aux émotions évitées.
En thérapie, nous appelons cela l'exposition émotionnelle, la capacité à rester avec une émotion difficile sans la fuir, sans la nier, mais aussi sans s'y noyer. Voici comment vous pouvez pratiquer ceci vous-même de façon sécurisée. Je l'appelle le protocole des 5 minutes. Choisissez un moment de la journée le soir, c'est souvent mieux, et accordez-vous exactement 5 minutes pour ressentir ce que vous ressentez réellement. Mettez un minuteur. Pas de distraction, pas de téléphone. Asseyez-vous et permettez-vous de penser à cette personne, de ressentir ce qui vient, la tristesse, la colère, la nostalgie, parfois même un soulagement que vous n'osez pas admettre. Et quand les 5 minutes sont écoulées, vous vous levez et vous faites autre chose, délibérément. Cet exercice fait plusieurs choses en même temps. Il valide vos émotions sans les alimenter indéfiniment et il vous apprend progressivement que vous pouvez traverser ces émotions sans en mourir. Est-ce que vous avez déjà essayé de ne pas penser à un éléphant rose? Si quelqu'un vous demande de ne pas penser à un éléphant rose pendant les 30 prochaines secondes, c'est la première chose à laquelle vous pensez. C'est ce qu'on appelle l'effet rebond cognitif ou l'effet ironique de Wegener. La suppression délibérée d'une pensée la renforce. Résister à penser à quelqu'un, c'est penser à lui de façon accrue. C'est pourquoi je ne dis jamais à mes patients « essayez de ne pas penser à lui ». Je leur enseigne plutôt à changer la qualité de leur pensée, pas l'objet, mais la posture mentale avec laquelle ils s'y rapportent. 4e leçon, distinguer se détacher et désamour, c'est peut être la leçon la plus contre-intuitive et celle qui libère le plus. Parce qu'on pense très souvent que pour se détacher de quelqu'un, il faut cesser de l'aimer. Que le détachement est synonyme d'indifférence, de froideur, voire de trahison des sentiments qu'on a ressentis. Comme si la profondeur de l'amour se mesurait à la durée et à l'intensité de la souffrance après sa fin. Quelle ineptie romantique. Je l'ai dit dans mes livres et je le répète ici, se désattacher n'est pas se désaimer. C'est simplement déplacer l'objet de votre investissement émotionnel, le faire migrer de cette personne vers votre propre vie. Ce n'est pas effacer. C'est choisir différemment. Il y a une métaphore que j'utilise souvent en consultation et qui fait généralement son chemin dans les jours qui suivent. Imaginez une plante que vous avez cultivée avec soin pendant des années. Elle a grandi, elle a fleuri, puis, pour des raisons diverses, il a fallu la retirer de votre jardin. Vous pouvez très bien continuer à apprécier ce que cette plante vous a appris sur le jardinage, sur la patience, sur la beauté éphémère des choses, sans pour autant aller chercher dans le sol les racines que vous avez arrachées et les replanter là où elles ne peuvent plus pousser. Le détachement sain ressemble à ça. Pas à une amnésie forcée, pas à une lobotomie émotionnelle, à une décision progressive et répétée, parce qu'elle se prend tous les jours, pas une seule fois de réinvestir votre énergie émotionnelle dans ce qui peut encore fleurir. La différence entre quelqu'un qui souffre d'un attachement et quelqu'un qui s'en libère n'est pas dans la quantité de souvenirs, c'est dans la direction de leur regard. L'un regarde en arrière, cherchant à comprendre, à réparer, à retrouver. L'autre regarde en avant, pas parce qu'il a oublié, mais parce qu'il a choisi. Voici un exercice bref mais puissant que j'emprunte à la thérapie d'acceptation et d'engagement, l'ACT, pour les plus initiés. Je l'appelle la lettre sans envoi. Écrivez une lettre à cette personne, une vraie lettre à la main si possible, parce que l'écriture manuscrite active des zones cérébrales différentes du clavier. Dites-y tout ce que vous n'avez jamais pu dire. La gratitude, la colère, le manque, la déception, tout. Et à la fin de cette lettre, écrivez une phrase, une seule, sur ce que vous choisissez de préserver de ce que vous avez vécu, et une phrase sur ce à quoi vous choisissez de renoncer. Puis, ne l'envoyez pas, rangez-la, ou brûlez-la, si le symbolisme vous convient. Ce n'est pas pour l'autre, c'est pour vous. Je dois m'arrêter une seconde sur quelque chose que je vois trop souvent dans les consultations comme dans les commentaires sur ce genre de vidéos. Il y a une tendance très
répandue, très humaine, à s'accrocher à la souffrance parce qu'elle semble prouver quelque chose, comme si souffrir intensément justifiait la réalité de ce qu'on a vécu. Si ça fait si mal, c'était donc réel. Oui, c'était réel, et votre vie après peut être tout aussi réelle, tout aussi intense, sans passer par cette douleur-là. La souffrance n'est pas un badge d'honneur, ce n'est pas une preuve d'amour, c'est simplement une réponse neurologique à une perte perçue réelle ou imaginaire. Et vous n'avez pas besoin de la mériter ou de la justifier. Cinquième leçon, reconstruire son identité, pas son couple. Après une longue relation, quelque chose de particulièrement insidieux se produit. Vous ne savez plus très bien qui vous êtes sans l'autre. Parce que dans la durée, dans la proximité, les identités se fondent. On adopte les goûts de l'autre, ses habitudes, ses amis parfois, ses références culturelles. Et quand la relation se termine, on se retrouve avec un moi qui ressemble à une maison. Après un déménagement, tous les meubles sont partis et les marques sur les murs révèlent l'espace qu'ils occupaient. Ce vide-là est terrifiant, mais il est aussi une opportunité que peu de gens savent reconnaître comme telle. Un patient, appelons-le François, 55 ans, a traversé une séparation après 22 ans de vie commune. Pendant les premières semaines, il me disait je ne sais plus quoi manger, quoi regarder le soir, ou partir en vacances. Chaque décision, même infime, pointait vers l'absence. C'est ce que j'appelle la désorientation identitaire post-rupture, et c'est parfaitement normal. Ce que nous avons fait ensemble, c'est un inventaire. Pas de ce qu'il avait perdu, mais de ce qui était resté. Ses valeurs profondes, ses passions d'avant la relation à la photographie, qu'il avait abandonnées, sa façon de voir le monde, ses amis qu'il n'avait pas vus depuis des années, son rapport au silence, à la nature, aux livres. L'identité, ce n'est pas une chose figée que vous retrouvez comme un objet égaré. C'est quelque chose que vous recomposez activement comme un musicien qui réaccorde son instrument. Et parfois, après une relation longue et transformante, vous avez accès à une version de vous-même plus riche, plus complexe, plus nuancée que celle d'avant, à condition de ne pas passer vos journées à tenter de ressusciter ce qui est terminé. Le micro-exercice ici est ce que j'appelle la cartographie de soi. Prenez une grande feuille et dessinez maladroitement, peu importe 4 zones, ce que j'aime faire seul, ce que j'aime partager avec d'autres, ce que je veux apprendre ou découvrir, et ce dont je veux moins dans ma vie. Remplissez chaque zone sans censure. Ce n'est pas un test psychologique, c'est un acte de reconnaissance envers vous-même. La première fois que François a fait cet exercice, il a rempli les 4 zones sans presque s'arrêter, puis m'a regardé avec un air surpris et dit « Tiens, il y avait encore quelqu'un là-dedans ?» Oui, François, il y avait. Profitons de ce moment pour parler d'un phénomène que j'observe systématiquement après les ruptures longues, ce que j'appelle le réflexe de remplacement. Certaines personnes, pour éviter de faire face au vide identitaire, se jettent immédiatement dans une nouvelle relation. Pas parce qu'elles ont rencontré quelqu'un de remarquable, mais parce que la solitude les terrifie, parce que la question « Qui suis-je sans toi ?» est trop dure à tenir. Le problème, vous l'aurez compris, c'est que vous amenez dans cette nouvelle relation toutes les valises non défaites de la précédente. Et cette nouvelle personne, aussi bienveillante soit-elle, va payer la facture de quelqu'un qu'elle n'a pas rencontré. Ce n'est juste ni pour elle, ni pour vous. Je dis souvent à mes patients, soyez au moins aussi exigeants envers vous-même qu'envers votre maison. Quand vous déménagez, vous faites un peu le tri avant d'emporter vos affaires dans le nouvel appartement. Faites-en autant avec votre vie intérieure. 6e leçon, le détachement comme acte d'amour envers vous-même. Nous y voilà. La leçon finale peut être la plus difficile à intégrer parce qu'elle demande un changement de paradigme assez radical dans notre façon de concevoir ce que nous nous devons à nous-mêmes.
Dans notre culture, et particulièrement en France où le romantisme est presque une religion civique, on nous a appris que l'amour véritable est inconditionnel, éternel, et que s'y accrocher contre vent et marée est noble, voire héroïque. On a célébré Tristan et Iseult, non pas malgré leur fin tragique, mais à cause d'elle. On a glorifié la passion dévastatrice comme preuve d'âme profonde. Résultat, des générations entières ont appris à confondre l'intensité de la douleur avec la profondeur du sentiment, et à se méfier d'un amour serein parce qu'il semble moins romantique. Permettez-moi d'être direct. Être capable de se détacher d'une relation qui vous abîme, qui stagne, qui vous empêche de grandir, c'est l'un des actes d'amour les plus profonds que vous puissiez vous accorder. Ce n'est pas de la lâcheté, ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la sagesse. Et la sagesse, contrairement à ce que pensent les romantiques intransigeants, n'exclut pas la passion, elle l'éduque. J'ai une patiente, je l'appellerai Claire, 60 ans, qui a quitté une relation toxique après 12 ans. 12 ans de petites humiliations, de promesses non tenues, de reconstruction permanente de quelque chose qui s'effondrait à chaque fois. Quand elle a finalement trouvé le courage de partir, elle m'a dit une chose qui m'a marqué. J'ai passé 12 ans à prendre soin de lui. J'ai mis exactement 12 semaines à apprendre à prendre soin de moi. 12 semaines contre 12 ans. Pas parce que se reconstruire est facile, ça ne l'est pas. Mais parce qu'elle s'y est consacrée avec une intention claire, une direction choisie et une bienveillance envers elle-même qu'elle avait longtemps réservée à quelqu'un qui ne le méritait pas. Le détachement n'est pas la fin d'une histoire, c'est le début d'une autre, une histoire dans laquelle vous êtes, enfin, le personnage principal plutôt que le figurant de la vie de quelqu'un d'autre. Voici, pour finir, le dernier exercice que je veux vous offrir. Je l'appelle la lettre à votre futur soi. Projetez-vous exactement 1 an en avant. Imaginez que vous avez traversé ce détachement, que vous vous êtes reconstruit, que vous avez réinvesti votre vie avec une énergie nouvelle. Écrivez une lettre à ce futur. Vous décrivez lui comment il vit, comment il se sent, ce qu'il fait, qui il voit. Rendez cela concret, sensoriel, précis. Cette lettre n'est pas un mensonge ou une pensée magique, c'est un acte de programmation intentionnelle de vos propres priorités. Votre cerveau, vous vous souvenez, a besoin de direction. Donnez-lui en une, voilà. 6 leçons. 6 vérités cliniques que 20 ans de consultation m'ont enseignées sur le détachement émotionnel. Et je vais les résumer brièvement parce que la clarté est une vertu que j'affectionne plus que l'éloquence. Premièrement, vous n'êtes probablement pas attaché à la personne réelle, mais à une projection que vous en avez construite, et s'en séparer est un travail différent. Deuxièmement, votre mémoire vous ment dans le bon sens à reconnaître ces biais cognitifs est une compétence, pas une trahison. Troisièmement, le deuil émotionnel non traversé accumule une dette qui se paie ailleurs, plus tard, avec intérêt. Quatrièmement, se détacher n'est pas des amours, c'est réorienter son investissement émotionnel. Cinquièmement, après une relation longue, l'identité est à reconstruire activement, et c'est une opportunité déguisée en épreuve. Sixièmement, se détacher de ce qui vous abîme est l'acte d'amour le plus lucide que vous puissiez vous offrir. Maintenant, je veux vous lancer un défi pour cette semaine. Un seul défi, parce que la dispersion est l'ennemi de la transformation. Choisissez un des 6 exercices que je vous ai présenté un seul et pratiquez-le cette semaine. Le journal des faits, le protocole des 5 minutes, la lettre sans envoi, la cartographie de soi, la lettre à votre futur soi. Choisissez celui qui résonne le plus et revenez dans les commentaires me dire comment ça s'est passé. Ah, parce que la vraie transformation ne naît pas d'une vidéo regardée passivement. Elle naît de ce que vous en faites dans les heures qui suivent. Abonnez-vous à cette chaîne si ce type de contenu vous apporte quelque chose de concret. Partagez cette vidéo avec quelqu'un dans votre entourage
qui traverse en ce moment une période difficile. Parce que parfois, la chose la plus utile que vous puissiez faire pour quelqu'un qui souffre, c'est lui faire savoir qu'il n'est pas seul dans ce processus et qu'il y a des outils, des connaissances, des chemins balisés pour traverser ça avec plus de dignité et moins de douleur inutile. Et laissez-moi un commentaire, pas forcément long, dites-moi juste laquelle de ces 6 leçons vous a touché le plus, laquelle vous a dérangé. Parce que ce qui dérange souvent est ce qui touche juste. Je suis Christophe André et je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Ce n'est pas de la politesse, c'est de la reconnaissance sincère envers quelqu'un qui a pris 1 heure et demie de sa vie pour regarder en face quelque chose de difficile. Prendre soin de soi intellectuellement et émotionnellement, c'est déjà un acte de courage. Et vous venez de le poser. À très bientôt. Sur la dopamine et le cycle de l'attachement anxieux, j'ai mentionné la dopamine tout à l'heure et je veux y revenir parce que c'est un sujet que je trouve fascinant et qui explique énormément de comportements post-rupture que les gens trouvent honteux ou incompréhensibles. La dopamine n'est pas, contrairement à ce qu'on croit souvent, une hormone du plaisir. C'est plus précisément l'hormone de l'anticipation du plaisir. C'est elle qui vous fait allumer votre téléphone en espérant un message, c'est elle qui vous fait jeter un coup d'œil aux stories de votre ex à 11 heures du soir, c'est elle qui fait que vous passez devant son immeuble juste pour voir, elle ne vous donne pas de plaisir, elle vous promet du plaisir, et vous courez après cette promesse. Dans les relations avec un certain niveau d'imprévisibilité, où l'autre était parfois extraordinairement attentionné et parfois distant et froid, votre système dopaminergique a été conditionné à fonctionner en mode intermittent. Et le renforcement intermittent, c'est à dire la récompense irrégulière et imprévisible est précisément ce qui crée les addictions les plus tenaces. Ce n'est pas un hasard si les machines à sous sont conçues sur ce principe. Un gain toutes les 2 parties, vous partez après votre gain, un gain imprévisible toutes les 7, 12, 20 parties, vous restez, vous attendez, vous espérez. Votre cerveau a transformé votre ex en machine à sous. Ce n'est pas romantique, mais c'est très utile à comprendre. Parce que si vous comprenez le mécanisme, vous pouvez commencer à le déjouer. La première étape est la même pour toutes les addictions comportementales. Couper les stimuli déclencheurs. Bloquer ses profils sur les réseaux sociaux n'est pas un acte de vengeance ou de puérilité, c'est de l'hygiène neurologique. Vous réduisez l'exposition aux stimuli qui activent votre circuit dopaminergique. Exactement comme quelqu'un qui arrête de fumer enlève les cendriers de son appartement. Est-ce que vous serez parfaitement d'accord avec cette décision ? Non, pas forcément et pas immédiatement. Une partie de vous va trouver des justifications élaborées pour garder un accès, juste pour voir s'il va bien, juste pour ne pas être impoli. Ces justifications sont normales. Ce sont des productions de votre cerveau en manque qui cherchent une dose. Reconnaissez-les pour ce qu'elles sont, avec une certaine bienveillance amusée envers vous-même, et ne les écoutez pas. Sur les relations amicales comme filet de sécurité et leurs limites, un sujet sur lequel je veux insister, parce qu'il est souvent mal compris, les amis ne sont pas des thérapeutes. Et les utiliser comme tels, en répétant inlassablement les mêmes histoires, les mêmes questions rhétoriques, mais pourquoi il m'a fait ça? Est-ce que tu crois qu'il pense encore à moi? Est-ce que je devrais lui envoyer un message? Ce n'est pas seulement épuisant pour eux, c'est également contre-productif pour vous. Pourquoi? Parce que la rumination, c'est à dire le fait de tourner et retourner mentalement les mêmes questions sans progresser est elle-même un mécanisme de maintien de l'attachement. Chaque fois que vous racontez l'histoire, vous la renforcez neurologiquement, vous l'encodez davantage, vous lui donnez plus de poids et de présence dans votre architecture mentale. Ce que les amis peuvent faire, et c'est précieux, c'est vous rappeler qui vous étiez avant. Vous aider à voir des choses que la souffrance vous rend invisibles, vous offrir de la présence chaleureuse,
mais ils ne peuvent pas restructurer vos schémas de pensée. Ils ne peuvent pas vous aider à identifier vos biais cognitifs. Et quand ils vous disent ils ne te méritent pas ou tu peux faire tellement mieux, aussi bien intentionnée que soit cette phrase, elle ne touche pas le fond du problème parce que le fond du problème n'est pas lui. C'est la façon dont vous êtes structuré pour aimer, pour vous attacher, pour vous définir dans le regard de l'autre. C'est pour ça qu'une thérapie, même courte, peut être d'une valeur inestimable à certains moments de la vie. Non pas comme signe de faiblesse, mais comme acte d'intelligence appliqué à votre propre psychologie. Je dis souvent que consulter un thérapeute quand on souffre émotionnellement, c'est comme consulter un médecin quand on a une fracture. Personne ne pense que vous manquez de courage parce que vous ne marchez pas sur votre jambe cassée. Sur le paradoxe de la solitude retrouvée, l'un des aspects les plus déstabilisants du détachement, et dont on parle rarement avec honnêteté, c'est le vertige de la liberté retrouvée. Parce que si l'attachement douloureux a ses supplices, il a aussi ses conforts pervers. Tant que vous êtes attaché, vous êtes orienté, vous avez une obsession, une direction, même négative. Vous savez quoi penser, quoi craindre, quoi espérer. L'attachement occupe l'espace comme un meuble volumineux, il envahit tout, mais il structure la pièce. Quand il commence à se desserrer, la pièce devient plus grande. Et certaines personnes, dans un réflexe paradoxal, trouvent cette grandeur angoissante. Le silence après le bruit, l'espace après l'encombrement, elles s'ennuient, elles se sentent plates, elles confondent cette platitude avec de la dépression alors que c'est simplement l'état neutre, l'état de base d'une conscience qui n'est plus en état d'urgence permanente. Cet état neutre est étrange au début si vous n'y étiez plus habitué. Restez-y. Ne fuyez pas vers la prochaine stimulation immédiatement. C'est dans cet espace que vous allez retrouver, ou peut-être découvrir pour la première fois votre propre compagnie. Et si la vôtre vous semble supportable, voire agréable, vous serez dans une bien meilleure position pour choisir les relations futures depuis un endroit de désir et non de besoin, depuis une position de force plutôt que de manque. Un auteur que j'apprécie beaucoup, Irvin Yalom, parle de ce qu'il appelle la solitude existentielle, cette conscience que chacun de nous, au fond, est seul dans son expérience du monde. Non pas de façon mélancolique, mais comme un fait ontologique. Et Yalom dit quelque chose de beau, ce n'est que en acceptant vraiment cette solitude de fond que nous pouvons nous relier aux autres de façon authentique. Parce que alors, la relation n'est plus une fuite de nous-mêmes, mais une rencontre de deux personnes entières. Être capable d'être seul sans en souffrir est une compétence, une vraie compétence, pas un état naturel pour tout le monde. Et, comme toute compétence, elle se développe par la pratique. Sur la question du pardon, je voulais réserver ce sujet pour la fin parce qu'il est souvent mal compris et parce que l'utiliser trop tôt dans ce genre de conversation peut produire l'effet inverse de celui recherché. Le pardon n'est pas une décision, ce n'est pas une case à cocher dans le processus de détachement, et surtout, contrairement à ce que beaucoup de gens croient pardonner, ne signifie pas que ce qui s'est passé était acceptable, ni que vous devez reprendre contact, ni que vous devez même continuer à penser positivement à l'autre. Le pardon, dans une perspective clinique et non pas morale ou religieuse, est simplement le fait de cesser de laisser à quelqu'un la clé de votre état émotionnel. Tant que vous ruminez la rancœur, tant que vous construisez des plaidoiries mentales de votre propre justice, vous accordez à cette personne, qui est peu, être à des milliers de kilomètres de vous, qui n'y pense peu, être plus du tout, un pouvoir considérable sur votre vie intérieure. Le pardon est l'acte par lequel vous récupérez cette clé. Est-ce simple? Absolument pas. Peut-on décider de pardonner du jour au lendemain? Non, pas sincèrement. Mais on peut décider de commencer le processus. Et la première étape de ce processus n'est pas de se dire
je lui pardonne. C'est de se dire, je vais reprendre le pouvoir sur ma propre paix intérieure, et pour ça, je dois arrêter de me définir par ce qu'il ou elle m'a fait. C'est une décision que vous prenez pour vous, pas pour eux, sur ce que signifie avancer et ce que ça ne signifie pas. Je terminerai ces développements avec une mise en garde que je considère comme importante. Avancer ne signifie pas ne jamais y penser, ne jamais ressentir de nostalgie, ne jamais se demander ce que serait devenue cette relation dans une autre vie. Ces expériences font partie de l'humanité complète et les vivre de temps en temps ne signifie pas que vous êtes coincé, ça signifie que vous avez aimé quelqu'un. Avancer ne signifie pas non plus être heureux tout le temps, avec une positivité performative qui masque une réalité moins lumineuse. Certaines personnes, sous l'influence de ce que j'appelle la tyrannie du positif, cette injonction culturelle à être constamment épanoui et à afficher sa croissance personnelle, se retrouvent à mentir sur leur propre état intérieur, à se juger sévèrement pour leur moment de rechute émotionnelle. Ce que ça signifie concrètement, avancer signifie que la direction générale de vos semaines tend vers plus d'espace, plus de légèreté, plus de curiosité pour votre propre existence. Que les jours où vous n'y pensez pas deviennent plus nombreux que les jours où vous y pensez. Que quand vous y pensez, l'intensité est un peu moindre, un peu plus distante, comme un souvenir plutôt que comme une blessure ouverte. C'est tout, c'est déjà beaucoup. Et si vous n'en êtes pas là aujourd'hui, c'est normal. Vous êtes exactement où vous devez être, dans un processus qui a son propre rythme et qui ne se mesure pas à l'aune de la progression de quelqu'un d'autre. La bienveillance envers soi-même, encore et toujours, c'est le fil conducteur de tout ce que j'essaye de transmettre. Sur l'amour après et pourquoi il peut être différent, et c'est une bonne chose. Dernière chose, pour ceux qui se demandent si être capable d'amour à nouveau est encore possible après une souffrance intense, la réponse est oui, mais je vais être précis parce que oui seul ressemble à du réconfort facile que je n'aime pas beaucoup. Ce n'est pas le même amour. Et c'est une excellente nouvelle. L'amour qui vient après une vraie traversée, après avoir regardé en face vos mécanismes d'attachement, après avoir appris à vous connaître différemment, après avoir cultivé une relation plus honnête avec vous-même, cet amour-là est plus ancré. Il est moins extatique, peut être, que l'amour de 20 ans, moins enfiévré. Mais il est plus solide, plus lucide, plus capable de durer. Il ne cherche pas à combler un manque. Il vient d'un endroit plus stable, plus plein. Ce que j'appelle l'amour rationnel, et je suis conscient que ce terme irrite les romantiques, ce n'est pas pour rien, n'est pas un amour froid ou calculateur. C'est un amour qui a intégré la connaissance de soi, qui sait distinguer ce qu'il ressent de ce qu'il projette, qui peut rester dans la relation sans en dépendre pour son identité, qui peut partir, si nécessaire, sans que ce départ soit une apocalypse. C'est cet amour-là que je vous souhaite, pas l'intensité qui consume, la profondeur qui nourrit. Sur les mots qu'on ne s'autorise pas à dire la honte comme obstacle au détachement, il y a un sujet que je veux aborder parce qu'il est présent dans beaucoup de situations de détachement difficiles, mais qu'on effleure rarement avec honnêteté. La honte, non pas la honte d'avoir aimé, non pas la honte d'avoir souffert, mais la honte plus secrète, plus difficile à avouer, qui concerne ce qu'on a fait dans le cadre de cet attachement. Les messages envoyés à 2 heures du matin, les supplications, les comportements de surveillance, vérifier son téléphone, interroger ses amis communs, passer devant son lieu de travail, les renoncements à soi-même, répétés, accumulés, les fois où vous avez dit oui quand tout en vous criait non, cette honte-là est souvent le dernier obstacle au détachement.
parce qu'elle entretient ce que j'appelle une dette narrative. Tant que vous ne vous êtes pas pardonné ces comportements, il est difficile de refermer vraiment le chapitre. Vous revenez mentalement sur ces scènes, non pas par masochisme, mais parce que quelque chose en vous cherche à comprendre, à justifier, à réparer. Ce que je veux vous dire sur tout ça est très simple. Ces comportements n'étaient pas des signes de faiblesse ou de pathologie. Ils étaient les réponses prévisibles d'un système nerveux en état de stress, d'attachement, c'est à dire, d'un cerveau qui percevait une menace pour un lien qu'il estimait vital à sa survie. La partie de vous qui a envoyé ces messages, qui a pleuré et supplié, était une partie blessée, pas une partie stupide. Faites la distinction et accordez-lui, rétrospectivement, la compréhension que vous lui refusez peut être. Cela ne signifie pas que ces comportements étaient tous judicieux. Cela signifie que vous étiez humain dans une situation difficile et que l'humanité dans la souffrance produit rarement des comportements parfaitement rationnels, ni la vôtre, ni celle de personne. La honte se dissout dans la lumière de la compréhension, pas dans celle du jugement. Sur la question que tout le monde se pose et que personne ne pose directement, est-ce que je mérite d'être aimé? Je vais nommer quelque chose que j'observe derrière beaucoup de situations d'attachement difficiles, une question souterraine qui alimente l'ensemble du processus, mais qui rarement se formule clairement. Cette question, c'est est-ce que je mérite vraiment d'être aimé? Pas est-ce que je mérite d'être aimé par lui ou elle? Ça, la plupart des gens peuvent y répondre rationnellement, au moins en théorie. Mais la question plus profonde, plus archaïque, est-ce que quelqu'un vraiment peut m'aimer durablement et de façon stable? Est-ce que je suis aimable, pas au sens superficiel, mais fondamentalement dans ma complexité, dans mes contradictions, dans ce que je cache habituellement? Cette question, quand elle n'est pas consciente, génère des comportements d'auto-sabotage dans les relations. On choisit inconsciemment des partenaires qui confirment notre croyance secrète, soit parce qu'ils partent, soit parce qu'ils nous traitent avec une indifférence qui nous rappelle quelque chose de familier. Et après la rupture, l'attachement douloureux devient aussi une façon de ne pas avoir à répondre à cette question. Tant que je souffre de lui, je n'ai pas à me confronter à moi-même. Si vous vous reconnaissez dans ce que je décris, et je pense que beaucoup d'entre vous le feront, je vous propose ceci. Non pas de travailler votre estime de soi avec des affirmations positives que vous ne croyez pas, mais de vous poser honnêtement cette question et d'en examiner les preuves comme un scientifique examinant une hypothèse. Hypothèse. Je ne suis pas vraiment aimable. Quelles sont les preuves en faveur de cette hypothèse? Listez-les. Maintenant, quelles sont les preuves contre? Les relations d'amitié durables, les moments où vous avez apporté quelque chose de réel à quelqu'un, les façons dont vous êtes apprécié, respecté, recherché, même imparfaitement. Regardez les deux listes. Une hypothèse qui a autant de preuves contre elle que pour elle n'est pas une vérité. C'est une croyance. Et les croyances peuvent être révisées. Ce travail-là, réviser les croyances fondamentales qui orientent notre façon d'aimer et d'être aimé, c'est le travail le plus profond et le plus durable que la thérapie cognitivo-comportementale permet d'accomplir. Et c'est un travail qui mérite d'être fait, non pas parce que vous êtes cassé, mais parce que vous méritez mieux que les schémas répétitifs qui vous ont peu être conduits jusqu'ici. Sur les rechutes et pourquoi elles font partie du processus, un mot sur les rechutes, parce que les ignorer serait vous préparer un mauvais tour. Le détachement émotionnel n'est pas une ligne droite. Il ressemble bien plus à une courbe avec des oscillations des périodes de clarté et de légèreté, suivies de périodes où, sans crier gare, tout revient avec une force surprenante. Un anniversaire, un lieu, une chanson dans un café, une odeur. Et soudain, vous avez l'impression d'être de retour à la case départ et vous vous dites que tout ce travail n'a servi à rien. Ce n'est pas vrai.
Les rechutes émotionnelles ne sont pas des régressions. Elles sont des réactivations, des souvenirs encodés qui se déclenchent sous l'effet de stimuli associatifs. Et si vous observez attentivement, au fil du temps, leur fréquence diminue, leur intensité aussi, leur durée également. Ce qui prenait 3 jours à digérer en prend un. Ce qui prenait une semaine en prend 2 jours. C'est le signe que le processus fonctionne, même s'il ne fonctionne pas de façon spectaculaire et linéaire. Ce que je recommande lors d'une rechute, c'est de ne pas catastrophiser, de ne pas vous dire je n'ai pas avancé du tout, mais aussi de ne pas vous forcer à sortir de l'état immédiatement. Restez avec pendant un temps limité et défini, utilisez le protocole des 5 minutes que je vous ai décrit, puis reprenez le cours de votre journée délibérément. Chaque fois que vous traversez une rechute, sans vous noyer dedans, sans vous y installer définitivement, vous renforcez votre capacité à réguler vos émotions. C'est de la musculation émotionnelle, et comme toute musculation, ça fait parfois un peu mal, mais ça renforce. Sur le temps, et pourquoi on vous a menti sur sa vertu guérissante, le temps guérit tout. Cette phrase, je l'entends depuis 20 ans dans mon cabinet, prononcée soit comme une promesse, soit comme un reproche. Ça fait 6 mois, le temps devrait avoir fait son travail. Je vais être direct. Le temps, en lui-même, ne guérit rien. Le temps est un contenant neutre. Ce qui guérit, c'est ce que vous faites à l'intérieur du temps. Ce sont les gestes que vous posez, les décisions que vous prenez, les habitudes que vous construisez ou que vous abandonnez. Un os cassé guérit dans le temps, mais seulement si on l'immobilise correctement, si on prend soin de l'environnement, si on suit la rééducation. Laisser un os cassé sans traitement pendant le même laps de temps, et il va mal se ressouder, créer des complications, générer des douleurs chroniques, là où il aurait pu retrouver sa solidité première. L'attachement non travaillé fonctionne de la même façon. Il ne se dissout pas passivement dans la durée, il se cristallise, se durcit, prend des formes de plus en plus résistantes que vous retrouverez sous des noms différents, avec des visages différents dans les relations suivantes. Alors non, je ne vous dirai pas laissez faire le temps. Je vous dirai utilisez le temps délibérément. Chaque journée est une occasion d'investir un peu d'énergie dans votre propre reconstruction, pas de façon héroïque et épuisante, mais de façon régulière et orientée. 20 minutes de réflexion honnête valent mieux que 20 heures de distraction frénétique. Sur ce que vous allez dire à la prochaine personne que vous aimerez, il y a une question que je pose parfois à mes patients vers la fin d'un travail de ce genre. Qu'est-ce que vous allez différemment dans la prochaine relation? Pas comment allez-vous trouver quelqu'un de mieux, mais qu'allez-vous faire différemment vous-même? C'est une question exigeante. Elle suppose que vous avez une part de responsabilité dans les patterns qui se sont répétés, non pas pour vous culpabiliser, je l'ai dit et je le répète, mais parce que la responsabilité est l'autre face de la liberté. Si vous n'avez joué aucun rôle, vous ne pouvez rien changer. Si vous avez joué un rôle, même petit, alors vous avez du pouvoir sur la suite. Les réponses que j'entends à cette question, quand le travail a bien avancé, sont souvent d'une simplicité touchante. Je vais m'écouter plutôt quand quelque chose me dérange. Je vais rester moi-même au lieu de me transformer en ce que l'autre voudrait que je sois. Je vais dire non plus souvent. Je vais choisir quelqu'un de stable plutôt que quelqu'un d'excitant. Ces réponses-là, simples comme elles paraissent, représentent des mois de travail, de retournement intérieur, de confrontation avec soi-même. Elles ne viennent pas d'une bonne résolution du nouvel an. Elles viennent d'une transformation authentique. Et c'est exactement ce que je vous souhaite pas, la relation parfaite avec une autre personne, mais une relation plus honnête et plus solide avec vous-même. Parce que c'est la seule relation que vous aurez votre vie entière, sans exception, sans rupture possible.
autant y investir. Sur le fait de raconter votre histoire à votre entourage et les pièges à éviter, quand une relation se termine, l'une des premières choses que nous faisons naturellement est de raconter l'histoire aux amis, à la famille, parfois sur les réseaux sociaux. C'est humain, c'est compréhensible et ça répond à un besoin légitime de témoin de notre vie, d'une validation externe qui dit oui, c'est réel, oui, tu souffres, oui, tu existes. Mais je veux vous signaler deux pièges narratifs très fréquents. Le premier, la posture exclusive de victime. Ce n'est pas que vous ne l'ayez peut-être pas été, dans une certaine mesure, parfois oui, il y a des comportements objectivement blessants, et les nommer clairement est sain et nécessaire, mais une identité de victime installée durablement vous prive de votre agentivité. Elle vous raconte une histoire dans laquelle tout ce qui vous est arrivé était hors de votre contrôle et que donc vous ne pouvez rien faire autrement à l'avenir. Et cette histoire-là, aussi confortable qu'elle soit à court terme, est un piège. Le deuxième piège, la narration héroïque inversée, j'ai tout bien fait, tout donné, l'autre ne méritait pas, là encore, peut être en partie vrai. Mais cette version vous prive d'une réflexion utile sur ce que vous auriez pu ajuster, non pas pour vous flageller rétrospectivement, mais pour apprendre quelque chose qui servira à la suite. La narration la plus libératrice que j'ai rencontrée dans ma pratique est bien plus humble que ces deux-là. Elle ressemble à peu près à ceci. Des choses complexes se sont passées. J'y ai participé à ma façon, l'autre personne à la sienne. Nous n'étions pas suffisamment compatibles, ou le moment n'était pas le bon, ou nous n'avions pas les outils pour traverser ce que nous traversions ensemble. J'ai maintenant la responsabilité de ma propre vie à partir d'aujourd'hui. Ce n'est pas un récit exaltant, mais c'est un récit qui laisse du pouvoir. Et le pouvoir, dans les moments de souffrance, est la ressource la plus rare et la plus précieuse qui soit.